Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des modèles ondulatoires et particulaires de la lumière. Nous allons d'abord voir l'aspect ondulatoire de la lumière. La lumière peut être décrite comme une onde électromagnétique. Et comme toute onde, la lumière transporte de l'énergie. Mais contrairement aux ondes mécaniques, une onde électromagnétique n'a pas besoin de milieu matériel pour se propager. La lumière peut se propager dans le vide, contrairement aux ondes sonores par exemple. Les ondes électromagnétiques sont classées en fonction de leur fréquence. La lumière visible par l'œil humain n'est qu'une bande de fréquence très étroite du domaine. La fréquence d'une onde électromagnétique est notée nu, la lettre grecque nu. Voilà, nu est égal à 1 sur t. T, c'est la période en secondes, nu est en hertz. La relation entre la longueur d'onde et la fréquence d'une onde électromagnétique est la suivante. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide et dans l'air est égale à c égale 2,998 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On appelle cette vitesse la célérité. Chaque radiation peut être caractérisée par sa longueur d'onde dans le vide, notée lambda. L'unité de lambda est le mètre. La longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une période t. Lambda est donc égal à c sur nu et lambda est égal à c fois t. Donc, ce sont des formules à connaître par cœur. La lumière visible par l'œil humain est composée d'ondes électromagnétiques dont les longueurs d'onde sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Je rappelle, 1 nanomètre c'est 10 puissance moins 9 mètres. Alors, nous allons parler maintenant de l'effet photoélectrique. Il a été découvert en 1887 par Hertz et Albert Einstein fut le premier à en proposer une explication. Dans l'effet photoélectrique, on éclaire une plaque de métal et celle-ci émet des électrons. Or, on voit que les électrons ne sont arrachés de la plaque de métal que pour le rayonnement bleu et pas pour le rayonnement rouge, même si on augmente l'intensité du rayonnement rouge. Or, la radiation bleue a une fréquence plus élevée que la radiation rouge. On peut en déduire que les électrons ne sont émis que si la fréquence de la lumière est suffisamment élevée. Ça dépend, bien sûr, cette fréquence limite dépend du matériau. Cet effet ne peut pas être expliqué lorsque l'on considère que la lumière est une onde. En effet, si l'on considère la lumière comme une onde, en augmentant son intensité, on devrait pouvoir fournir suffisamment d'énergie au matériau pour en libérer des électrons. Je rappelle que pour une onde mécanique sonore, par exemple, plus l'intensité de cette onde est forte, plus le son est fort, et plus il peut être dangereux pour les tympans. L'expérience montre que l'intensité lumineuse n'est pas le seul paramètre, et que le transfert d'énergie provoquant la libération des électrons ne peut se faire qu'à partir d'une certaine fréquence. Albert Einstein fut le premier à en proposer une explication en utilisant le concept de particules de lumière ou quantum, appelé aujourd'hui photon. L'effet photoélectrique était donc provoqué par l'absorption de photons lors de l'interaction du matériau par la lumière. Les photons de la source lumineuse possèdent une énergie caractéristique déterminée par la fréquence de la lumière. Lorsqu'un électron du matériau absorbe un photon et que l'énergie de celui-ci est suffisante, l'électron est éjecté. Sinon, l'électron ne peut s'échapper du matériau. Comme augmenter l'intensité de la source lumineuse ne change pas l'énergie des photons, mais seulement leur nombre, on comprend maintenant que l'énergie des électrons émis par le matériau ne dépend pas de l'intensité de la source lumineuse. Donc, il y a de nombreuses applications de ce phénomène, comme les panneaux solaires. Depuis les travaux d'Albert Einstein, publiés en 1905, on considère que la lumière est constituée de particules de très petite dimension donc, et de masse nulle, appelées les photons. On parle alors de modèles particuliers de la lumière. Les échanges d'énergie entre la matière et la lumière sont quantifiés. Cela signifie que les échanges se font par paquets d'énergie appelés photons. Alors, on va parler maintenant de l'énergie du photon. Donc, un électron ne peut être éjecté du métal que s'il reçoit un photon d'énergie suffisante. Donc l'énergie du photon
sera E égale H fois nu. E, c'est la quantité d'énergie exprimée en joules. Nu, c'est la fréquence du rayonnement électromagnétique exprimée en Hertz. H, c'est une constante que l'on appelle constante de Planck, exprimée en joules secondes. H a toujours la même valeur, c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules secondes. L'énergie d'un photon étant très faible, on utilise souvent l'électronvolt, EV, comme unité d'énergie, avec un rapport de 1 électronvolt pour 1,6 fois 10-19 joules. Alors, on peut exprimer cette énergie en fonction de la longueur d'onde. Alors, comme on sait que nu est égal C divisé par lambda, la formule devient E égale H fois C divisé par lambda. C, c'est la célérité de la lumière, donc 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et lambda est la longueur d'onde du rayonnement exprimée en mètres. Dans ce cas, l'énergie est en joules. Maintenant, voyons l'interaction lumière-matière. L'énergie d'un atome ne peut prendre que certaines valeurs bien définies caractéristiques de l'atome. Donc on dit que les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés. Alors, cela signifie que quand une grandeur est quantifiée, elle ne peut prendre que des valeurs spécifiques, comme quand on joue du piano. Comme chaque touche du piano correspond à une note, une fréquence d'onde sonore spécifique, on ne peut produire que ces notes en particulier. Du moment que le piano est accordé correctement, on peut produire un Fa ou un Fa dièse, mais il est impossible de produire une note dont la fréquence se trouverait entre Fa et Fa dièse. Les niveaux d'énergie d'un atome peuvent être représentés sur un diagramme d'énergie. Voilà. Dans son état fondamental, l'atome possède une énergie minimale correspondant à son état le plus stable. Les autres niveaux correspondent à des états excités de l'atome. Le diagramme permet de prévoir les échanges d'énergie qui peuvent avoir lieu entre la lumière et la matière. Alors, l'énergie d'un atome n'est pas continue et ne peut pas prendre toutes les valeurs possibles. Alors, observons l'absorption d'un photon par un atome. Quand l'atome gagne de l'énergie, il absorbe un photon. Alors, l'atome, sur un diagramme d'énergie, on représente cette transition par une flèche verticale dirigée vers le haut. L'atome passe du niveau d'énergie E1 au niveau E2 supérieur. L'énergie absorbée est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Il y a donc absorption d'un photon que si l'énergie apportée par le photon est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Ce qui donne H nu, qui est l'énergie du photon absorbé, est égal à E2 moins E1, qui correspond à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Si l'énergie du photon est inférieure à cette différence d'énergie des deux niveaux, il n'y a pas absorption du photon. Alors, si la fréquence de ce photon appartient au domaine du visible, cette radiation correspond à une raie noire dans le spectre de la lumière blanche. Nous allons parler de l'émission d'un photon par un atome. L'atome perd de l'énergie en émettant un photon. Sur un diagramme d'énergie, on représente cette transition par une flèche verticale dirigée vers le bas. L'atome passe du niveau d'énergie E2 au niveau E1 inférieur. L'énergie libérée est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Il y a donc émission d'un photon que si l'énergie transportée par le photon est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Donc on retrouve la formule de l'énergie du photon, H fois nu, est égale à E2 moins E1, qui est la différence d'énergie entre les deux niveaux d'énergie de l'atome. Si cette fréquence appartient au domaine du visible, cette radiation correspond à une raie colorée dans le spectre d'émission de l'atome. Voilà, je vous remercie de votre attention.